Commence. Donc, je fais d'abord un retour sur les formes bilinéaires symétriques que vous avez déjà vues. Et donc, on va revenir dessus pour finalement étendre les notions de produits scalaires et de normes au carré, par ces notions de formes bilinéaires symétriques et de formes quadratiques. Alors, un rappel, une forme bilinéaire symétrique, c'est d'abord une forme bilinéaire. Ça veut dire que vous avez une bilinéarité. Donc, bon, alors, sur cette équation, je l'ai mise comme ça. On pourrait la décomposer en deux, celle-là. Hein. On pourrait le faire par rapport à l'addition et ensuite par rapport à la multiplication. On peut tout faire d'une seule écriture. Donc, vous voyez, vous avez une distributivité finalement de la linéarité, hein, pour une application linéaire. Bon, ça, vous connaissez bien, vous l'avez souvent utilisé. Et deuxième chose importante, hein, pour que ce soit une forme bilinéaire symétrique, c'est la symétrie, ce qui veut dire que vous pouvez distribuer de la première par rapport aux secondes variables, mais aussi des secondes variables par rapport aux premières. Enfin, bon, voilà, hein, il n'y a pas d'ordre puisque c'est symétrique. Bon, vous avez vu qu'un exemple de forme bilinéaire symétrique, c'est par exemple donc alors, on peut directement, à partir de l'écriture d'une forme bilinéaire symétrique, c'est la définition à retenir aujourd'hui, on peut définir une forme quadratique. Et une forme quadratique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça se définit par rapport à une forme bilinéaire symétrique. Donc, vous êtes sur un espace vectoriel, hein, qui peut être quelconque, là, pour l'instant. Il n'y a pas de dimension finie, notamment. Et vous avez une forme bilinéaire symétrique et vous prenez l'application qui, à tout x appartenant à E, associe grand phi, moi je l'appelle grand phi, qui est petit phi de x et x. Donc, vous répétez deux fois. Hein. Vous répétez deux fois dans l'écriture de la forme bilinéaire symétrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous avez phi qui est petit phi qui est un produit scalaire, vous allez tomber sur une norme au carré, hein, puisque ça devient le produit scalaire de x et de x. Bon, alors, deux exemples qui vont nous servir un petit peu par la suite. Vous verrez que les exemples, je les ai pris que dans R2, R3, par simplicité, mais vous aurez des exercices, et vous avez pu déjà le voir, qui portent sur des espaces vectoriels qui semblent un peu plus compliqués, mais en fait, qui se ramènent à Rn. Par exemple, les polynômes de degré plus petit ou égal à n. Ça, c'est un espace vectoriel de dimension n plus 1 qui se prête très bien à la notion de produit scalaire. On peut faire d'autres choses, hein, travailler avec des fonctions. Voilà, vous avez dû voir déjà quelques exemples pour ça. Et des matrices aussi. Alors, donc ici, je me restreins à cet exemple où vous avez un espace vectoriel qui est R3. Donc, naturellement, comme vous êtes dans R3, vous avez trois coordonnées, hein. D'une certaine manière, la base canonique de R3 s'identifie totalement avec l'écriture de R croix R croix R. Hein. Donc, vous avez trois coordonnées et vous avez ici deux possibles formes binaires symétriques. Alors, la première, finalement, vous devez reconnaître le produit scalaire euclidien classique dans R3. Et la deuxième, elle est un petit peu moins naturelle, si on peut. Hein. Vous avez x2, y2. Et puis après, par symétrie, il y a un x2, y3, mais il y a aussi nécessairement le même avec x3, y2. Sinon, ça ne pourrait pas être une forme binaire symétrique. Voilà, donc ça vérifie très bien les deux propriétés des formes binaires symétriques, il n'y a pas de souci. Donc déjà, je l'ai fait pour la symétrie oralement, et puis le fait que ce soit une forme binaire, hein, ça s'écrit très vite, il suffit de reprendre avec un y qui vaudrait un lambda 1, y1 plus lambda 2, y2, et en fait, tout s'écrit bien, vous avez déjà vu ce genre de choses. Eh bien, dans ces deux cas, vous tombez en prenant x égale y, parce que c'est ce qu'on fait, hein, vous tombez sur une première forme quadratique grand phi 1 qui est finalement la somme des carrés. Donc ça, finalement, c'est la norme euclidienne classique au carré dans R3. Et la deuxième forme quadratique qui est proposée, c'est x2 au carré moins 6x2x3. Alors ça, bon, ça ne semble pas avoir vraiment une tête de norme, hein, ni de norme au carré d'ailleurs.
On va étudier un petit peu ce que ça peut être, le signe que ça peut avoir et qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, voilà, 2 exemples. Alors, on va dire un petit peu plus de choses sur les formes quadratiques et donner quelques propriétés. Alors, on se place toujours sur un espace vectoriel. Phi, c'est une forme bilinéaire symétrique. Et grand phi est associé à une forme bilinéaire symétrique. Pour l'instant, on va dans ce sens. On a une forme bilinéaire symétrique et on lui associe une forme quadratique. Donc, vous avez grand phi de x, c'est petit phi de xx. Eh bien, vous allez avoir que la première propriété est très simple. Quand vous multipliez un vecteur par x, eh bien, au niveau de la forme quadratique, quand vous multipliez un vecteur par lambda, une constante, au niveau de la forme quadratique, vous avez un lambda carré qui ressort. C'est un peu ce qui se passerait avec une norme au carré aussi. Deuxième propriété, vous pouvez faire apparaître la forme quadratique de la somme de 2 vecteurs et ça va être la somme quadratique, la forme quadratique de chacun des vecteurs, plus en fait 2 fois. Je m'aperçois que mes notations pour les formes bilinéaires symétriques changent. Bon, alors c'est bizarre. Là, vous avez un psi plutôt qu'un phi. Plus 2 psi de xy, mais ça désigne bien la forme bilinéaire symétrique. Voilà, donc elle intervient, la forme bilinéaire symétrique, quand vous travaillez sur la forme quadratique de la somme de 2 vecteurs. Alors, comment montre-t-on ces 2 propriétés? La première, elle est très rapide, parce que finalement, grand phi de lambda x, eh bien, c'est petit phi de lambda x lambda x. Et donc, par bilinéarité, vous pouvez sortir le premier lambda, donc ça ferait lambda phi de x lambda x. Et puis, en fait, le deuxième, vous pouvez le sortir aussi. Et donc, vous avez par linéarité de votre forme bilinéaire symétrique, donc vous avez le lambda carré qui sort là. Donc ça, c'est très simple, il suffit d'en revenir à la forme bilinéaire symétrique. Et c'est pareil pour la deuxième propriété. Vous revenez donc si vous voulez regarder la forme quadratique de x plus y, vous revenez à la forme bilinéaire symétrique. Donc c'est phi de x plus y par définition. Et là, vous utilisez à nouveau la bilinéarité. Donc vous allez d'abord développer x par rapport à x plus y, ensuite y par rapport à x plus y, et puis vous développez encore chacune de ces 2 formes bilinéaires symétriques. Et donc, vous allez pouvoir développer x par rapport à x par rapport à y, et puis ensuite y par rapport à x, y par rapport à y. Donc, vous avez une somme de 4 termes. Et par symétrie, vous avez phi de xy plus phi de yx, c'est la même chose. Et vous tombez bien sur le résultat donné dans la propriété. D'accord. Donc, pas très dur. Ça, ce sont des preuves raisonnables à faire. Mais la deuxième preuve est intéressante parce qu'elle relie la forme quadratique et la forme bilinéaire symétrique sous une forme générale. Et parce que vous voyez, vous avez un phi de xy qui intervient. Donc, ça veut dire que finalement, vous allez pouvoir définir à toute forme quadratique une unique forme bilinéaire symétrique. Donc, la démarche qu'on a eue pour l'instant, c'est vous avez une forme bilinéaire symétrique, vous associez une forme quadratique, et bien là, réciproquement, finalement, une forme quadratique, vous pouvez lui associer une forme bilinéaire symétrique. Et alors, comment fait-on cela? Grâce à cette deuxième propriété, vous avez donc que, si je reprends l'écriture, phi de xy, c'est 1/2 de la forme quadratique de x plus y moins phi de x moins phi de y. Et donc, si vous aviez une forme quadratique, eh bien, nécessairement, ce que vous allez obtenir, c'est la forme bilinéaire symétrique. Et elle est unique. Elle est définie de manière unique ici par cette écriture. Voilà, donc, vous avez une forme de bijectivité entre forme bilinéaire symétrique et forme quadratique. Continuons sur les différentes propriétés des formes quadratiques. Alors, nouvelle propriété, en fait, plutôt, on va essayer de caractériser les formes quadratiques. Il y a différents types et on va leur donner des caractérisations. Alors, premièrement, une forme quadratique peut être positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que phi de x est plus grand ou égal à 0 pour tout x.
Alors, je signale ici que je ne parlerai pas de forme quadratique négative, mais on peut très bien imaginer donc, la même chose, mais avec un plus petit ou égal à 0. Hein. Donc là, je vais occulter cette notion de négativité parce qu'elle est moins utilisée, elle se conçoit bien, mais sachez qu'on pourrait aussi rajouter le fait d'être négative. Donc, on va dire qu'elle est positive si, bien sûr, pour tout x, eh ben, grand phi de x, qui est un réel, hein, attention, hein, c'est un réel, on verra qu'il peut être positif ou négatif. Hein, eh bien, grand phi de x est positif ou nul. Ensuite, on va dire qu'elle est définie si c'est quelque chose que vous avez pu voir, notamment pour la norme. Hein. C'est-à-dire que vous savez que si la norme de x égale 0, nécessairement x égale 0. Vous avez un peu la même chose lorsque vous avez une forme quadratique définie. La phi de x égale 0, c'est équivalent au fait que x égale 0. Bon, alors, il y a un sens qui est immédiat, hein, puisque vous savez que phi de 0, c'est nécessairement 0. Pourquoi? Parce que soit on le voit comme la forme bilinéaire symétrique de 0 et de 0, soit on peut aussi voir que ça revient à écrire 0, la constante 0 fois le vecteur 0. Hein, et donc, si vous sortez le 0, ça vous fait 0 fois phi de 0. Donc, vous avez bien 0. Bon, troisième caractérisation, on dira qu'une forme quadratique est dégénérée si, en considérant son noyau, alors le noyau, qu'est-ce que c'est? Le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs qui soient tels que phi de xy, hein, l'ensemble des vecteurs, soit tel que phi de xy est nul pour toute y. Alors, ça revient un peu à une notion d'orthogonalité, hein, le fait d'avoir phi de xy égale 0, ça veut dire qu'en gros, x est orthogonal à, alors phi orthogonal, disons, à tout vecteur de E. On pourrait voir ça sous cet angle. Et si on considérait que phi était un produit scalaire, on se doute bien qu'un vecteur qui est orthogonal à tous les autres, le seul moyen pour que ce soit vrai, c'est qu'il soit le vecteur nul. Lorsqu'on a un produit scalaire, le noyau est un peu réduit de manière nécessaire au vecteur nul. Mais quand on n'a pas un produit scalaire, mais une forme bilinéaire symétrique, le noyau de phi a un sens et on peut le déterminer par cette équation. C'est très simple de montrer que c'est un sous-EV, hein, parce que vous voyez bien que multiplié par une constante, ça ne change rien. Et puis que c'est stable par addition. Mais on dira que la forme quadratique est dégénérée si justement ce noyau n'est pas le vecteur nul. On a vu très vite là oralement que si vous aviez un produit scalaire, c'était le vecteur nul. En fait, ça pourrait ne pas l'être, et auquel cas, la forme quadratique sera dite dégénérée. Alors, reprenons nos exemples. Le premier, c'était finalement celui de la norme au carré, classique dans R3. Et le deuxième, un peu moins classique. On voit bien que phi 1 est positive, parce que la somme de carrés, c'est forcément plus grand ou égal à 0. Mais le deuxième, rien qu'un contre-exemple nous permet de voir que ça n'est pas positif. Je prends 1, 1, 1, et je tombe sur moins 5, qui est évidemment un nombre négatif. Donc, cette deuxième forme quadratique n'est pas positive. Donc, on le voit, hein, par rapport à une norme au carré, une forme quadratique, qui est donc une sorte d'extension de la norme au carré, ça peut être négatif. Ensuite, phi 1 est défini, ça, vous le savez, hein, si vous avez la somme des carrés qui est nulle, c'est que chacun des xi est nul. Mais, par exemple, le deuxième, avec un contre-exemple, ça nous suffit pour montrer que cette propriété est fausse. Mais d'ailleurs, qu'ai-je fait? Ce que j'ai écrit n'est pas bon. C'est pas grave. Il faudrait que je mette... oui, mince. Mais si, c'est bon. 1, 6, 1, excusez-moi. C'est bien nul. Hein. Si vous prenez 6 au carré, c'est 36. Et puis après, vous faites moins 6 fois 6 fois 1. Ça fait bien 0. Donc, vous avez un vecteur tel que la forme quadratique de ce vecteur est égale à 0. Et pourtant, ce vecteur est non nul. Hein. Donc, ça veut dire que forme quadratique égale 0 n'entraîne pas le vecteur est nul. Donc, ce n'est pas une forme quadratique définie. Elle est non définie. Troisième
caractérisation. Alors, ça, c'est un petit peu rapide, hein, mais je vous dis, je vous l'ai fait un peu déjà oralement. Bah, pour phi1, qui est la norme au carré classique dans R3, on a le produit scalaire. Or, pour le produit scalaire, le noyau est réduit au vecteur nul. Pourquoi? Bah, parce que vous n'avez aucun vecteur de E qui soit non nul, qui soit orthogonal à lui-même. Ça n'est pas possible. Enfin, oui, ça veut dire que phi de xx est forcément différent de 0. Par contre, prenons le vecteur 1, 0, 0. Si je prends le vecteur 1, 0, 0, alors il faudrait que je revienne à l'écriture de phi2, hein, qui est la forme bilinéaire symétrique associée à cette deuxième forme quadratique. Je reviens dessus. Elle était dans l'exemple initial, là. Hein, vous voyez, c'est en bas. Phi2, bah, ça fait x2, y2, moins 3x2, y3, moins 3x3, y2. En fait, dedans n'interviennent pas les coordonnées de x1, enfin de x1 et de y1. Ça veut dire que bah, si vous prenez le vecteur x qui vaut 1, 0, 0, eh bien, il est orthogonal à tout le monde. Hein. Pourquoi? Bah, parce que comme il y a 0, 0, bah, cette partie-là, elle va être nulle, quel que soit le vecteur y que vous choisissiez, cette partie-là va être nulle, puisque x2 et x3 sont égaux à 0. Et en fait, ça c'est vrai pour tout y. Et pourtant, le vecteur qu'on vient de considérer, il n'est pas nul, puisque c'est le vecteur 1, 0, 0. Ça veut donc dire que ce vecteur 1, 0, 0 est dans le noyau. Et ça veut donc dire que le noyau n'est pas réduit simplement au vecteur nul. Donc, c'est une forme quadratique dégénérée. Alors, il y a une question qui se pose, et je la vois aussi posée par Zoé, là, une forme quadratique peut-elle être définie sans être dégénérée et inversement? Eh bien, c'est exactement ce à quoi va répondre la diapo suivante. Alors, voyons. Si vous avez une forme quadratique, si elle est définie, alors elle est non dégénérée. C'était par exemple le cas du produit scalaire, hein, qui est lié à une norme, donc c'est forcément défini, hein, et donc c'est non dégénéré. Donc la norme au carré, euclidienne classique, mais en fait toute norme au carré associée à un produit scalaire est forcément non dégénérée. Mais par contre, la réciproque est fausse. Ça veut dire que vous n'avez pas le fait d'être non dégénéré qui entraîne d'être défini. Hein, et on va voir un contre-exemple pour ça. Alors, comment montre-t-on que si phi est définie, alors elle est non dégénérée? Eh bien, on va partir du fait que phi est définie, n'est-ce pas? Hein? Donc, ça veut dire que phi de x égale 0 est équivalent à x égale 0. On va prendre x qui est dans le noyau de phi, un x quelconque. On sait qu'il y a, de toute manière, dans ce noyau de phi, il y a forcément le vecteur nul. Hein, donc, il y en a au moins un vecteur. En tous les cas, il y a au moins un vecteur. Bon, prenons x égale dans le noyau. Alors, on va avoir phi de x, y est égal à 0 pour tout y dans E. Ça, c'est par définition du noyau. Donc, si on prend en particulier y égale x, hein, puisque c'est vrai pour tout y, je peux prendre y égale x, je vais tomber sur phi de xx égale 0. Bon, mais phi de xx égale 0, ça revient à écrire que grand phi de x égale 0. Mais comme on a supposé que grand phi est défini, alors forcément, x égale 0. Donc, si vous avez un vecteur x qui est dans le noyau, forcément, ce vecteur, il est nul. Et donc, phi est bien non dégénéré, puisque le noyau est réduit au vecteur nul. Bon, voilà pour cette preuve. Maintenant, autre partie de la preuve, montrons que la réciproque est fausse. Ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose qui est non dégénéré et pourtant qui est non défini. Non dégénéré n'entraîne pas forcément défini. Alors, prenons cette forme quadratique que j'appelle phi3
on se place dans R2 pour simplicité, et on va la prendre qui est x1 au carré moins x2 au carré. Donc ça, c'est bien une forme quadratique. Alors, on verra au fil de ce cours une manière de le dire, mais de manière absolument immédiatement. Hein. Il n'y aura même pas besoin de passer par une forme bilinéaire symétrique pour dire que c'est une forme quadratique. Ça va être immédiat. Mais pour l'instant, si on en était là, on associerait la forme quadratique, la forme bilinéaire associée, et on montrerait que c'est bien une forme bilinéaire symétrique. Hein. Il faudrait faire ça actuellement, au moment où on en est, pour montrer que c'est bien une forme bilinéaire symétrique, que c'est bien une forme quadratique. Et alors, la forme bilinéaire symétrique associée, c'est celle-là, c'est x1, y1 moins x2, y2. Alors, comment on la trouverait? Avec l'expertise, c'est immédiat. Vous qui n'êtes pas encore forcément expert, vous la retrouveriez en écrivant ce que j'ai mis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous prenez phi3 de x plus y, vous enlevez phi3 de x, vous enlevez phi3 de y, et vous divisez par 2, et vous tombez sur l'écriture suivante. Donc, si vous voulez regarder le noyau, vous allez regarder l'ensemble des x1 et x2 appartenant à R2 qui soient orthogonaux à, phi orthogonaux, disons, à tout y. Donc, ça veut dire que x1, y1 moins x2, y2 égale 0 pour tout y1, y1, y2 appartenant à R2. Donc, ça, c'est juste la définition du noyau. Donc, ça, on peut le faire pour deux vecteurs particuliers. Prenons y1 égale 1 et y2 égale 1. Donc, ça veut dire que x1 moins x2 égale 0. Ensuite, prenons y1 égale 1 et y2 égale moins 1. C'est vrai pour y1 et y2 appartenant à R2. Donc, j'ai parfaitement le droit d'en choisir deux particuliers. Donc, ça veut dire que x1 moins x2 égale 0 et x1 plus x2 égale 0. Donc, ça veut dire, ça, vous savez résoudre ce système, hein, x1 moins x2 égale 0, ça veut dire que x1 égale x2, et puis vous le replacez dans l'autre et vous tombez bien sur le fait que x1 égale x2 égale 0. Donc, on vient de montrer que si vous avez un vecteur dans le noyau, eh bien, la seule possibilité, c'est que ce vecteur soit nul. Bon, ce qui veut dire que phi3 est non dégénéré. Eh bien, pourtant, cette forme quadratique, elle n'est pas définie. Et pourquoi elle n'est pas définie? Regardez, hein, on a dit, pour être définie, il faudrait que lorsqu'elle s'annule, c'est qu'on a forcément le vecteur nul. Ce n'est pas le cas. Prenez 1, 1, le vecteur 1, 1. Eh bien, vous avez phi3 de 1, ça vaut 0. Et pourtant, 1, 1, ce n'est pas nul. Donc, vous allez trouver un vecteur qui est à nul. Pensez toujours, forme quadratique, c'est une sorte de norme au carré. Alors, sauf que, on l'a vu tout à l'heure, cette norme au carré, elle peut être négative. Hein, donc, mais pensez qu'un cas particulier, c'est norme au carré. Bon, voilà. Et donc, si, là, pour le coup, vous pouvez annuler la forme quadratique avec un vecteur qui est non nul. Voilà. Donc, la réciproque était fausse. Être non dégénéré n'entraîne pas être défini. Bon, alors, voyons un petit peu des choses qui nous intéressent par rapport à ça et qui nous permettent de revenir sur les notions de produit scalaire et de norme au carré. Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire symétrique, ça vous le saviez déjà, mais elle est liée à une forme quadratique définie positive. Pourquoi? Parce que dans le cas d'un produit scalaire, la forme quadratique, c'est la norme au carré. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais poser une question sur ce que vous venez d'expliquer? Oui, bien sûr. Oui, en fait, je ne comprends pas pourquoi on définit ker de phi3 avec la fonction donc, qui est une forme quadratique. Et dans la définition, on utilise la formule de la forme bilinéaire symétrique. Oui, je ne comprends pas. Enfin, normalement, on garde la même fonction dans la définition de ker, non? Alors, en fait, on pourrait très bien parler d'un ker de la forme bilinéaire symétrique aussi associée, plutôt que de parler de ker de la forme quadratique. Bon, comme il y a équivalence entre les deux, entre forme quadratique et forme bilinéaire, ce n'est pas gênant que dans la définition du ker, on utilise la forme bilinéaire symétrique. D'accord? D'accord. Okay. Mais c'est vrai que c'est une extension de la notation. On devrait plutôt parler du noyau de la forme bilinéaire symétrique. Ça aurait plus de sens que de parler du noyau de la forme quadratique.
Ok, très La bien. définition du noyau se fait par rapport à la forme bilinéaire symétrique associée. J'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci. Ouais, ouais, c'est un peu une incongruité, hein, ça semble un peu bizarre que dans cette définition du noyau, finalement, la forme quadratique n'apparaît pas. En fait, elle apparaît, puisque il y a une nivocité, enfin, il y a une totale bijectivité entre forme bilinéaire symétrique et forme quadratique. Donc, en fait, le moyen de trouver le noyau se fait par rapport à la forme bilinéaire symétrique. Mais on pourra par extension parler d'un noyau d'une forme bilinéaire symétrique. Bon, donc je repars. Un produit scalaire, finalement, c'est un cas particulier de forme bilinéaire symétrique. Vous le saviez, mais en fait, on peut le voir, ce cas particulier, comme celui où la forme quadratique associée est positive et définie. Et nous verrons que c'est très intéressant d'avoir cette caractérisation parce que ce que vous avez pu faire, et parfois en souffrant un peu pour montrer que vous aviez bien un produit scalaire, eh bien, on va le faire en deux coups de cuillère à peau parce on va pouvoir travailler généralement sur les formes quadratiques. Deuxième chose, eh bien, là aussi, une norme au carré, c'est associé à un produit scalaire. Enfin, une norme au carré associée à un produit scalaire. Hein. Vous savez qu'une norme, ça pourrait très bien ne pas être associé à un produit scalaire. Hein. Bon, alors pour celles qui sont associées à un produit scalaire, eh bien, c'est un cas particulier de forme quadratique définie positive. Alors, donc, ce qu'on peut dire là maintenant, c'est qu'une forme quadratique, c'est donc ce que j'avais évoqué au début, c'est une extension de la notion de norme au carré en lui permettant d'être négative, en lui permettant d'être non définie et en lui permettant d'être dégénérée. Ce que norme au carré associée à un produit scalaire ne peut pas être. Elle peut être que positive, elle peut être que définie, elle est toujours non dégénérée. Voyons un exemple typique. Par exemple, toujours dans R3, je prends, alors elle ressemble beaucoup celle-là à la précédente, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris prenons phi4 qui est x2 au carré moins 2x2, x3. Bon, là, une nouvelle fois, montrer que c'est une forme quadratique, ça pourrait vous paraître un peu délicat. Il faudrait associer la forme bilinéaire symétrique, montrer qu'elle est bien forme bilinéaire symétrique pour y arriver. Dans 3 slides, vous verrez que c'est immédiat de dire que ça, c'est bien une forme quadratique. Bon, alors, ce qu'on peut dire, c'est que phi4 de x, vous pouvez un peu la factoriser. Bon, ça vous fait x2 moins 3x3 au carré moins x3 au carré. Et vous voyez ainsi qu'en prenant le vecteur 1, 1, 1, ça fait moins 1. Donc, vous avez quelque chose de non positif, quelque chose de négatif ici. Donc, celle-là, elle est non définie. Et vous avez en plus le fait qu'en prenant 0, 0, 1, ça s'annule. Bon, donc, vous avez ici un vecteur qui annule alors qu'il n'est pas nul lui-même. Donc, c'est non défini. Voilà. Donc, a priori, ça va être dégénéré aussi. Alors, forme quadratique en dimension finie, ça c'est la nouvelle section qui va nous permettre justement d'aller très vite dans l'écriture générale des formes quadratiques et des formes bilinéaires symétriques et d'en savoir un petit peu plus sur quand est-ce qu'elles sont définies, quand est-ce qu'elles sont positives, dégénérées, etc. Alors, si on est dans un espace de dimension finie, on peut dire que cette dimension c'est n, hein, et on peut, c'est l'action du choix, dire qu'il y a toujours une base. Donc, on va prendre une base et on peut écrire n'importe quel vecteur de E dans cette base, et donc on va donner les coordonnées xi et yi pour les vecteurs x et y dans cette base, dans cette même base. Eh bien, en utilisant cette décomposition dans la base petit e, phi de xy, eh bien, ça peut se simplifier en une double somme. Et une double somme de quoi? Du produit des coordonnées. Donc, alors, vous avez dans cette écriture un phi de EI, EJ. Et ça, c'est quoi? C'est une constante. C'est réel. On sait qu'une forme bilinéaire symétrique, ça prend ces valeurs dans R. Donc, vous avez une constante et vous multipliez par xi, yj. Ensuite, si vous l'appliquez aussi à deux fois le même vecteur, donc à y, vous avez tout de suite que c'est la même chose que précédemment, sauf que vous avez xi, yj. Et en fait, ça, vous pouvez le décomposer en deux bouts. Vous pouvez prendre les cas où les i sont égaux à j,
donc ça fait qu'une seule somme. Donc vous avez dans ce cas-là la somme des phi de EI, XI, XI. Et donc ça simplifie parce que phi de EI, c'est grand phi de EI, hein, la forme quadratique, en EI, fois XI carré. Donc on fait apparaître des carrés. Et puis, dans la deuxième partie, celle où vous avez les indices qui sont différents, bah, finalement, vous avez symétrie, hein, donc phi de IEJ, c'est égal à phi de EJEI. Et donc, ça va répéter deux fois un peu les mêmes choses. Et donc, si vous faites le détail, en excluant le fait que I soit égal à IJ, donc vous pouvez prendre dans l'ordre, et vous avez donc des produits XI et J, et devant des coefficients avec un 2, parce que c'est répété deux fois, du fait que c'est symétrique. Voilà. Donc, vous avez une écriture générale dans un espace de dimension finie. Finalement, dès que vous avez choisi une base, hein, vous avez une écriture. Les formes binaires symétriques font apparaître des produits des coordonnées, et les formes quadratiques font apparaître des carrés des coordonnées et des produits de coordonnées. Hein. Et finalement, on peut voir que réciproquement, toute forme quadratique, ça peut toujours s'écrire sous cette forme-là, hein, comme finalement une somme de alpha ij xij avec la condition que les alpha ij sont égaux à alpha j. Donc on peut toujours écrire ça comme ça, hein, finalement. Hein. Et ça, ça nous fait voir que, vous voyez par exemple, juste avant, je m'étais permis de dire, dans l'exemple de phi 4, c'est forcément une forme quadratique. Oui, parce que vous écrivez les choses en fonction des coordonnées et que vous avez, alors là on voit apparaître un carré, puis deux fois un produit, donc c'est une forme quadratique, tout de suite on le sait. Et c'était pareil pour toutes les autres. Alors ici, de manière sous-jacente, il y a la base canonique de R3 qui a été choisie. On va pouvoir écrire ça et on prend les coordonnées dedans. Bon, alors comment est-ce qu'on prouve ce que je viens de dire? Il suffit d'utiliser la bilinéarité. Hein. Donc vous avez X qui s'écrit comme une somme de XI et I, Y, ici, excusez-moi, il y a une petite faute, c'est un YJ, hein, EJ. Et donc si vous prenez ça et que vous remplacez avec la bilinéarité, vous avez une somme, donc vous faites apparaître une double somme après. Hein. Et puis, il y a les produits de XI, YJ, et puis les phi de IEJ. Donc ça, c'est juste l'application de la bilinéarité et de la symétrie. Alors, l'ayant pris dans ce sens-là, je n'ai pas encore la symétrie qui intervient. Ça sera plutôt pour la suite. Hein, parce que en prenant grand phi de x égale phi de x, vous avez, ici dans la deuxième écriture, hein, vous avez utilisé, pour qu'il y ait un 2 qui apparaisse, hein, vous avez utilisé le fait que phi de IEJ égale phi de JE. Bon. Et puis, la dernière écriture, hein, c'est juste la même que celle qui précède, sauf que vous utilisez la condition vous rajoutez la condition de symétrie des phi de IEJ pour pouvoir dire que toute forme quadratique s'écrit sous cette forme. Bon, donc c'est des preuves assez rapides. Et maintenant, on va arriver à une notion qui sera finalement primordiale hein, dans l'étude des formes quadratiques ou des formes binaires symétriques. C'est celle d'une matrice de la forme quadratique dans une base. Donc, prenons un espace. Alors, attention, on est toujours en dimension finie. Hein. Tout ce chapitre est fait en dimension finie. On ne peut pas parler de matrice en dimension infinie. On parlera d'opérateurs. On peut faire des choses qui ressemblent, hein, mais quand même, ici, il y a des problèmes qui se rajoutent hein, quand on est en dimension infinie. La notion d'orthogonalité, ça ne marche plus comme en dimension finie. Enfin bon, voilà. Prenons un espace de dimension finie, une base petit e de cet espace, donc on a supposé de dimension n, et on va définir finalement une matrice qui s'avère être symétrique. Hein, c'est la matrice de phi dans la base E. Et alors, c'est constitué de quoi? C'est juste constitué des formes bilinéaires symétriques EI, EJ. Et alors, pourquoi elle est symétrique, cette matrice? Simplement parce que la forme bilinéaire est symétrique. Et donc, phi de EJ, EI, c'est égal à phi de EI. Donc, vous avez bien une matrice symétrique. Et alors, comme ça a été évoqué,
je parle d'une matrice symétrique. Donc, la notation qu'on prendra, c'est M de E, parce qu'il faut bien dire que ça, c'est lié à la base E. Hein. Vous voyez, dedans intervient pleinement le fait que vous avez les vecteurs de la base. Donc, c'est lié à la base. Hein. Et puis, je dis que c'est appliqué à grand phi, mais en fait, dans l'écriture, vous avez le petit phi. Donc, j'aurais très bien pu aussi parler de la matrice d'une forme binaire symétrique dans la base E. Ça aurait le même sens. Hein. Je parle une nouvelle fois, forme quadratique, forme binaire symétrique, elles sont en bijection. Donc, vous avez comme ça défini une matrice. Alors, ce sont des réels, hein, donc c'est une matrice de taille n, la dimension de l'espace, avec coefficient réel, et qui est symétrique. Bien, alors d'avoir ça, et grâce à la propriété précédente, la propriété précédente, je vous la rappelle, elle était ici, elle nous écrivait les grands phi de x comme des doubles sommes des xi, xj, et le petit phi de x comme des doubles sommes de xi, yj. Eh bien, finalement, vous pourrez revenir à une écriture matricielle des formes quadratiques et des formes binaires symétriques. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous êtes en dimension n, vous avez deux vecteurs, vous prenez les vecteurs colonnes associés, composés des coordonnées dans E. Hein, donc, finalement, c'est le vecteur colonne, grand X, c'est le vecteur colonne composé des x1, x2, petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn. Et grand Y, pareillement, le vecteur colonne composé de petit y1 jusqu'à petit yn. Eh bien, en multipliant la transposée du vecteur x par la matrice de grand phi ou de petit phi hein, dans E, fois le vecteur colonne grand Y, vous tombez exactement, alors c'est un calcul matriciel immédiat, hein, vous tombez exactement sur cette écriture-là. C'est cette double somme des phi de I, E, J. Là, on voit les termes de la matrice finalement, et puis vous avez les X, Y, J. Voilà. Donc, très simple. Et vous avez donc une écriture générale d'une forme quadratique et d'une forme linéaire pour l'instant, symétrique, dans un espace de dimension finie dès que vous avez une base. Et pareillement, en fait, vous voyez que en remplaçant petit y par petit x, bah, vous tombez sur 2 fois grand X dans l'écriture de la forme quadratique qui s'écrira donc transposé de x, la matrice de phi fois x. C'est extrêmement pratique. En fait, hein. Et c'est aussi valable pour finalement les produits scalaires et les normes au carré. Donc, un produit scalaire, eh bien, en particulier, prenez le produit scalaire classique euclidien dans Rn. Vous avez je ne vais pas écrire le produit scalaire, mais là c'est la norme au carré hein, que vous associez. Et donc, finalement, le produit scalaire associé, bah, c'est le produit scalaire classique. Et donc, vous allez faire le produit scalaire entre EI, EJ, où les EI, EJ sont les vecteurs de la base canonique de Rn. Mais ça, vous savez qu'ils sont tous orthonormaux les uns les autres. Hein, ça forme une base orthonormale par rapport à ce produit scalaire. Donc, le produit scalaire, dès que I est différent de J, bah, ça fait 0. Et puis, si I égale J, vous tombez sur 1. Donc, finalement, la matrice, c'est IN. Et donc, vous voyez ici que la norme au carré, hein, dans Rn, bah, c'est juste transposé de x fois x. Parce que IN, ça ne sert à rien. Et pareillement, le produit scalaire du vecteur x avec le vecteur y, eh bien, c'est juste transposé de x, y. Donc, vous avez pu, comme ça, tout écrire sous une forme matricielle. Alors, dans le cas de cette norme euclidienne classique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, parfois si d'ailleurs quand même, hein, d'écrire ça sous la forme transposée de xx, mais vous verrez que ça permet, pour les autres normes que vous avez pu voir, hein, finalement, cette écriture-là simplifie beaucoup. Hein, et de pouvoir écrire la norme au carré sous cette forme nous garantit que c'est bien une norme au carré du moment que la matrice phi de phi dans E vérifiera certaines propriétés. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Alors justement, c'est ce qu'on voit maintenant. Et ce à quoi on va s'intéresser, c'est de tenter de réduire. Alors, c'est un peu comme quand on fait de la diagonalisation, on parle de réduction d'homomorphisme. Hein, eh bien, là, on va tenter de réduire les formes quadratiques, on va essayer de les simplifier.
Donc, on se place toujours sur un espace de dimension finie. On va prendre phi, la forme quadratique, une forme quadratique quelconque sur cet espace de dimension n. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que la matrice de phi dans E, c'est une matrice diagonalisable dans une base orthonormale de vecteurs propres associée aux vecteurs propres, aux valeurs propres, qui peuvent être d'ailleurs égales. Bon, donc ça, on va voir que c'est une claire conséquence du cours précédent. Et en fait, pour tout x appartenant à E, le fait d'avoir pu diagonaliser cette matrice fait qu'en travaillant dans une autre base, dans la base f, qui est une base orthonormale de vecteurs propres, eh bien, la forme quadratique va se simplifier notablement. Vous aviez tout à l'heure, dans l'écriture générale d'une forme quadratique, une somme de termes au carré, enfin, une combinaison linéaire des xi carrés. Alors là, vous avez encore une combinaison linéaire des yi carrés, mais les yi, ce sont des coordonnées aussi, donc vous avez un peu le même genre d'écriture, mais vous aviez après se rajouter plus de fois la somme, etc. Ici, il n'y a plus ce plus de fois la somme. Donc vous avez l'écriture extrêmement simplifiée de la forme quadratique. Comment a-t-on réussi à simplifier autant cette écriture de la forme quadratique? Alors, c'est lié à la diagonalisation des endomorphismes symétriques et donc des matrices symétriques. Premièrement, la matrice de phi, elle est symétrique. Et phi de x, vous pouvez l'écrire sous la forme transposée de x, matrice de 1. Ça, c'était ce qu'on a fait juste avant. La matrice étant symétrique, elle est diagonalisable dans R. Et donc, elle est diagonalisable dans R. Et en plus, les vecteurs propres, vous pouvez choisir une base orthonormale de vecteurs propres. Ça, c'était le cours précédent. Ce qui fait qu'en fait, ça c'est synthétisé par le fait que la matrice, vous pouvez l'écrire sous la forme P, une matrice orthogonale, fois D, une matrice diagonale avec que des valeurs réelles sur la diagonale, et transposée de P, qui est aussi égal à P-1, puisque P est une matrice orthogonale. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a écrit que phi de x, c'était transposé de x, me, on peut remplacer dans cette formule. Donc, vous avez, en remplaçant me de phi par p d transposé de p, vous avez ceci. Je prends grand y qui est transposé de x, transposé de p, x. C'est quoi? C'est en fait l'écriture de x dans la base orthonormale. Donc, grand Y sera composé des coordonnées de x dans la base orthonormale petit f, que j'ai appelé petit f dans l'énoncé. Eh bien, vous avez finalement que grand phi de x, c'est transposé de y, dy. Alors, d, c'est une matrice diagonale. Eh bien, si vous faites ce produit matriciel, comme c'est qu'une matrice diagonale, tout se simplifie. Il ne vous reste plus que les sommes. Alors, sur cette matrice diagonale, en plus, vous avez les lambda i, c'est ce qu'on a dit. Donc, vous avez la somme des lambda i, y carré, c'est bien la fin de la preuve. Alors, là-dedans, on voit qu'il y a quelque chose qui va avoir un rôle très important. Ce sont les valeurs propres de la matrice. Vous avez la matrice phi, la matrice de phi dans E. Bon, vous l'avez déterminé. Tout à l'heure, on a vu un exemple avec la matrice identité. Bon, c'est un exemple un peu paradoxal. Où vous avez toutes les valeurs propres qui valent 1. En fait, plus généralement, vous allez, quand vous avez une forme quadratique, vous avez une matrice associée qui est symétrique et vous pouvez en chercher les valeurs propres. Eh bien, ces valeurs propres vont être importantes parce que c'est elles qui vont nous permettre de simplifier notablement la forme quadratique et de l'écrire sous cette forme de combinaison linéaire de carrés de coordonnées. Eh bien, l'intérêt, c'est aussi que tout de suite apparaît la possibilité pour une forme quadratique d'être positive. Pourquoi? Parce que vous avez une somme de carrés, une combinaison linéaire de carrés. Si les coefficients
sont tous positifs ou nuls, là, ça va être positif. Mais si jamais il y en a un seul qui est négatif, on voit bien que votre forme quadratique peut être négative et elle ne sera pas définie, elle ne sera pas positive. Et pareillement, on voit que pour être défini, eh bien, il ne faudra pas que vous ayez des coefficients qui peuvent être nuls. Et en fait, il faudra que tous les coefficients soient strictement du même signe. Voilà, ils pourraient être tous négatifs, ça marcherait aussi pour être défini. Bon, alors, finalement, cette écriture nous permet de voir ce que je disais, que les valeurs propres de la matrice jouent un rôle crucial. Et on voit bien que, c'est un peu ce que je faisais oralement, que phi sera positif si toutes les valeurs propres vont être positives ou nulles, phi sera défini positif si toutes les valeurs propres sont non simplement positives, mais positives strictement. Parce que si jamais vous avez une qui est nulle, une valeur propre, ceux associés à cette coordonnée, eh bien, les vecteurs associés à la coordonnée nulle, qui n'intervient pas, disons, en fait, les vecteurs propres associés à cette valeur propre nulle, eh bien, ils auront une forme quadratique égale à 0, puisqu'ils interviendront. Donc, finalement, ce seront des vecteurs non nuls dont la forme quadratique égale 0. Donc, on voit bien que ça ne sera pas défini. Donc, défini positive, c'est toutes les valeurs propres sont strictement positives. Et alors, je vous l'ai dit oralement, on peut être aussi défini en ayant toutes les valeurs propres strictement négatives. Ça, c'est aussi possible. Bon, une remarque, tout ça semble dépendre de la base dans laquelle vous avez travaillé, puisque tout est fait par rapport au phi de IEJ. Donc, c'est la base petit e choisie qui conditionne la matrice, qui vous donne les valeurs de la matrice, sauf que, en fait, on sait que les valeurs propres d'une matrice, d'un endomorphisme, ici, en fait, ça sera une forme quadratique ou une forme linéaire, sont indépendantes de la base choisie. Vous conservez, vous pouvez changer de base, vous conservez sans problème exactement les mêmes valeurs propres. Donc finalement, ça n'a aucune importance d'avoir le choix de la base n'est pas essentiel par rapport à cette question de la positivité et du fait d'être défini positif. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez donc finalement une nouvelle caractérisation du produit scalaire. Le produit scalaire, quand vous êtes en dimension finie, il vous suffira de trouver la matrice de la forme quadratique ou de la forme linéaire ou du produit scalaire associé, de regarder si les valeurs propres sont strictement positives. Et c'est la seule, disons, la condition nécessaire et suffisante pour être un produit scalaire. Toutes les valeurs propres devront être strictement positives. Voilà. Donc voilà une nouvelle méthode pour montrer qu'un produit scalaire est bien un produit scalaire. En tout cas, qu'une forme linéaire symétrique est bien un produit scalaire. Bon, on peut malgré tout travailler plus généralement sur les formes quadratiques en définissant ce qu'on appelle la signature de la forme quadratique. Donc ça nous permettra un petit peu d'étendre le cas produit scalaire norme au carré. On aura une vision plus générale d'une forme quadratique et on pourra la caractériser par rapport à cette signature qui est un couple de deux entiers positifs ou nuls. Un couple de PQ appartenant à N2. Alors, P, c'est le nombre de valeurs propres de la matrice qui sont strictement positives, et Q, c'est le nombre de valeurs propres de la matrice qui sont strictement négatives. On sait que les valeurs propres sont réelles, parce que c'est une matrice symétrique, mais effectivement, elles peuvent être positives ou nulles, négatives, tout est possible. Donc, vous pouvez donc à chaque forme quadratique associer une signature. Alors, si on note P et Q, la signature de phi, eh bien, pour être non dégénéré, en fait, être dégénéré, dès que P plus Q est plus petit que N, vous avez grand phi qui est dégénéré. Et donc, en fait,
pour être non dégénéré, il faut que P plus Q soit égal à N. Deuxième chose, si vous avez Q égale 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur propre négative, et P plus petit que N, eh bien vous avez une forme quadratique qui est positive mais non définie. Parce que vous avez la valeur propre 0, en fait, forcément, hein, là-dedans. Et donc, comme tout à l'heure, hein, les vecteurs associés, les vecteurs propres, en fait, hein, ils sont tels que phi du vecteur propre égale 0. Hein. Enfin, dernière chose, pour avoir un produit scalaire et finalement une forme quadratique définie positive, eh bien, il faut que le nombre de valeurs propres négatives soit nul et le nombre de valeurs propres positives strictement est égal à n. Alors, là-dedans, si jamais vous avez des valeurs propres doubles, vous les comptez 2 fois. Si vous avez une multiplicité mi en général pour une valeur propre, vous la comptez mi fois. Donc, j'aurais peut-être pu le préciser là, hein, mais c'est, on répète la possibilité d'être égal. Alors, je terminerai avec un exemple d'utilisation de ceci. Prenons la forme quadratique qu'on a vue au début, là. Phi 2, c'est x2 au carré moins 6x2, x3. On a un petit peu travaillé comme ça avec des contre-exemples hein, pour voir qu'elle pouvait être négative, qu'elle n'était pas définie, mais est-ce qu'on peut l'examiner d'un point de vue plus général en regardant sa signature et donc en fait en cherchant les valeurs propres et en trouvant sa matrice? Eh bien oui. Alors, comment je fais pour trouver à partir de cette écriture la matrice associée? Alors c'est tout simple. Quand vous avez des termes au carré, vous mettez les coefficients associés à ces termes au carré tels quels sur la diagonale. Ici, il y a 0 fois x1 au carré, donc vous avez un 0 ici. Il y a 1 fois x2 au carré, donc vous avez un 1 ici. Et 0 fois x3 au carré, donc vous avez 0 ici. Bon. Deuxièmement, je n'ai pas compris, monsieur. Je répète, parce que c'est quelque chose que vous allez faire fréquemment. Donc, comment je fais pour directement, à partir de l'écriture de la forme quadratique, ici, associer la matrice? Je regarde d'abord tous les termes au carré. Et les coefficients qui seront devant les termes au carré seront les termes diagonaux de la matrice. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a un terme en x1 carré? Non. Donc, il y a 0 fois x1 carré. Donc, vous avez un 0 ici en coordonnées 1, 1. En coordonnées 2, 2, donc toujours terme diagonale, il y a une fois x2 au carré. Donc, vous mettez un 1 ici. Et puis, après, il y a 0 fois x3 au carré. Donc, vous mettez un 0 sur le troisième terme de la diagonale. Ensuite, vous regardez les termes croisés. Eh bien, le terme là où il y a 0, hein, celui sur mon curseur, c'est celui qui serait associé à quoi? À x1, x2. On voit qu'il n'apparaît pas x1, x2 dans l'expression de la forme quadratique, donc c'est 0 fois. Le terme 0 ici serait associé à x1, x3. Il n'apparaît pas. Enfin, le terme associé à x2, x3, puisqu'on est en troisième et deuxième ligne, troisième colonne, hein, et par symétrie, il se retrouvera de l'autre côté, eh bien, je mets un moins 3. Alors, pourquoi un moins 3 et non pas un moins 6, puisque dans l'expression, j'ai un moins 6? Eh bien, parce qu'il y avait un 2 tout à l'heure dans l'expression de la forme quadratique. C'était 2 fois. Donc, en fait, vous prenez le coefficient de la forme quadratique et vous le divisez par 2. Il apparaîtra ainsi 2 fois, puisque c'est symétrique. Donc, vous allez mettre moins 3 et moins 3 à ces deux endroits de manière automatique pour avoir la matrice. Donc, je répète, vous prenez les coefficients devant les carrés tels quels sur la diagonale, et pour les termes croisés, eh bien, quand ils apparaissent dans votre forme quadratique, vous les divisez par 2 et vous les mettez de chaque côté, ainsi divisé par 2, hein, suivant le croisement. Donc, j'ai trouvé comme ça ma matrice de phi dans la base canonique de R3, puisque c'est naturel de travailler là-dedans. Alors, j'ai noté ici le polynôme caractéristique associé à cette matrice. Bon, ça se fait très bien hein, ici de diagonaliser la matrice. Pourquoi? Normalement, hein, vous devez mettre un moins lambda, moins lambda.
vous développez par rapport à la première colonne, par exemple, hein, vous allez donc avoir un moins lambda qui sort, et puis après, vous faites le déterminant de 1 moins lambda, puis moins 3, moins 3. Si je développe, ça fait, normalement, ça ferait moins lambda fois 1 moins lambda, donc c'est la même chose que ce que j'ai écrit. Et puis, vous avez un moins 9, parce que c'est moins 3 fois moins 3, donc moins 9. Hein. Donc, voici le polynôme caractéristique. Alors, vous avez un lambda qui sort, hein, donc c'est finalement déjà sous une forme sympathique. Après, vous avez un polynôme qui fait lambda carré moins lambda moins 9. Si vous le développez, vous trouvez les racines, vous avez finalement 3 valeurs propres distinctes, 0, 1 plus racine de 37 sur 2 et 1 moins racine de 37 sur 2. Donc, je n'ai pas pris un cas où les calculs se font simplement, mais enfin bon, ce n'est pas le bout du monde. Hein. Donc, 3 valeurs propres distinctes. Bon, ça, c'est de toute manière pas nécessaire pour montrer que la matrice était diagonalisable. On le sait puisqu'elle est symétrique. Hein. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder les signes des valeurs propres. Vous avez là-dedans une seule valeur propre strictement positive. C'est 1 plus racine de 37 sur 2. Une valeur propre strictement négative et une valeur propre nulle. Vous en déduisez la signature. La signature, c'est 1. Oh, pourquoi j'ai mis moins 1 ? C'est 1, 1. Excusez-moi, hein, c'est pas moins 1 ici, c'est 1, 1. Donc, la signature, c'est 1, 1 parce qu'il y a une valeur propre positive, une valeur propre négative. Strictement. Et vous en déduisez tout de suite que d'abord, la forme quadratique n'est pas positive. Ensuite, elle n'est pas définie. Et ensuite, alors, est-elle dégénérée ? Eh bien, vous avez ici aussi le fait qu'elle soit dégénérée, hein, puisque vous avez la somme des coefficients qui est plus petite que elle. Hein, voilà. Donc, vous avez toutes les pathologies, finalement, qu'on peut rencontrer, le fait de ne pas être positif, le fait de ne pas être définie. Donc, elle est très éloignée, finalement, d'une norme au carré, hein, cette forme quadratique. Mais donc, voilà. Donc, vous avez, comme ça, une illustration de ce qu'on peut faire dans R3. Alors, plus généralement, il faut garder en tête cette histoire de valeur propre, hein, qui va être bien intéressante. Et pour écrire l'expression des différentes des formes quadratiques directement, hein, et surtout pour savoir un petit peu le signe. C'est beaucoup ça qui va nous importer. Et le fait d'être défini ou pas, ça va être très important, notamment en optimisation. Hein. Ce sera important d'avoir quelque chose qui sera défini positif ou défini négatif, hein, en optimisation. Être défini négatif n'est pas un problème non plus. Hein. Ce qu'il faudra, par contre, c'est être l'un des deux. Voilà, je m'arrête là. Vous allez avoir des exercices sur la dernière fiche qui vous permettront un petit peu plus de voir ce qu'il y a aussi avec les polynômes ou d'autres cadres que simplement R2, R3, Rn. Voilà, je m'arrête et